L'invité politique de 15 aujourd'hui, c'est Marie Toussaint, tête de liste Europe Écologie Les Verts pour les élections européennes. Bonsoir. Bonsoir. Notre émission et notre radio s'adressent aux jeunes. On leur a demandé ce qu'ils pensaient de vous et de votre parti. On les écoute. Prometteur. Idée intéressante et juste manque un peu de charisme dans des élections. Espoir. Utile. Utopiste. Pas tolérant. Inexistante. Insuffisant. C'est qui ? Pas crédible. Modéré. C'est pas viable dans notre monde aujourd'hui. C'est très bien de dire oui voilà l'écologie c'est hyper important, on est tous d'accord, mais on fait pas un programme politique sur uniquement l'écologie. Enfin il y a d'autres préoccupations quoi. Son problème c'est qu'elle est inexistante dans le débat public, elle n'arrive pas à peser. Les Verts c'est querelle puisqu'ils ont beaucoup de querelles internes qui viennent polluer leur campagne et je pense que ça va leur coûter très cher parce qu'il va y avoir un vote utile sur Glucksmann. Les Verts, je trouve qu'ils sont pas très efficaces. Ils ont du mal à faire valoir leurs idées qui sont pourtant essentielles. Leur politique elle est moins égoïste que les autres. Utilité maximum. Je pense qu'au niveau européen et international, c'est hyper important d'avoir des représentants écologiques parce que c'est à ce niveau-là en fait que ça se joue et c'est pas au niveau national au final. Donc c'est important aussi de soutenir les Verts aux européennes en tout cas. Qu'est-ce que vous voulez leur répondre ? Déjà, c'est varié. Ouais, on a essayé. Non, c'est pas mal. Y a des pros, il y a des anti. Bon, peut-être je retiens les Verts, c'est pas efficace. Moi, je suis hyper fière d'être écologiste et d'avoir à mes côtés, et d'ailleurs aussi dans le passé, des gens qui ont disparu, mais qui ont porté des combats absolument indispensables. Et quand je pense dans le passé, par exemple au combat mené par Michel Rivasi, qui a mis Monsanto dehors du Parlement européen en ayant découvert leurs supercheries, leurs mensonges, leurs truqueries. Quand je pense à Yannick Jadot qui a obtenu l'interdiction de la pêche électrique en Europe, c'est un combat important. Mais quand je regarde aussi le travail de nos maires aujourd'hui au quotidien, Jeanne Barséguian par exemple qui a mis en place ce qu'on appelle l'ordonnance verte, c'est-à-dire des paniers d'alimentation saine pour les mamans pour éviter de les exposer, elles et surtout leurs bébés, à des produits toxiques. Quand je regarde Léonore Monconduit à Poitiers, qui a mis en place un programme Vacances pour tous pour que tout le monde puisse avoir la chance d'aller à la plage ou dans la nature pendant les vacances, ou le maire de Bordeaux, je suis bordelaise donc je suis obligée d'en parler, mais qui fait à la fois de la nature en ville, du bio dans les cantines, la régie publique de l'eau. Voilà, je me dis que quand même les écolos sont assez efficaces. 76% des 18-34 ans n'ont pas l'intention d'aller voter. Comment les convaincre de se déplacer ? Je veux leur dire que les élections européennes, c'est une élection absolument essentielle. On croit souvent que l'Europe, c'est loin, c'est que la politique internationale, etc. Dans la réalité, l'Europe, c'est ce qui détermine notre vie quotidienne du matin au soir. C'est quand on se lève, les vêtements qu'on se met sur le dos, d'où ils viennent, dans quelles conditions ils sont produits. On se sert le petit-déj ou le café. Moi, je prends pas beaucoup de petit-déjeuner, je bois que du café, mais d'où ça vient, comment c'est produit, comment est-ce que les paysannes, les paysans, ils peuvent vivre de leur travail, la préservation des droits et liberté, de la démocratie, tout ça, ça se joue au niveau européen, donc c'est vraiment quotidien. Et aujourd'hui, l'Europe, elle est en danger. Et elle est en danger pas que à cause de Vladimir Poutine qu'il faut continuer à combattre, mais elle est en danger parce qu'on a les extrêmes droites qui, comme en France, émergent partout en Europe, arrivent au gouvernement. Là, on apprend que ils arrivent au gouvernement aussi aux Pays-Bas, ça fait un pays de plus. Et c'est quoi le programme de ces extrêmes droites ? C'est la destruction du projet européen et de ses valeurs, la démocratie. C'est le recul des droits humains, le recul des droits des femmes, le recul des droits LGBTQIA+, le recul des droits des jeunes, et c'est la lutte pour le dérèglement climatique, pour la destruction de la nature, c'est main dans la main avec les lobbies, le climato-scepticisme à plein tube. Et donc, là, il y a un vrai risque, il y a un vrai enjeu qui est détaché des questions d'élections présidentielles, etc. C'est maintenant qu'on décide. Est-ce qu'on tombe dans ce que j'appelle le pacte brun, c'est l'extrême droite et le climato-scepticisme, c'est le 9 juin, ou est-ce qu'au contraire, on arrive à faire en sorte que la coalition aujourd'hui au pouvoir, la droite, les libéraux d'Emmanuel Macron et les socialistes, est-ce qu'on fait en sorte qu'ils choisissent plutôt que l'alliance avec l'extrême droite, l'alliance, le chemin écolo, qui est un chemin de justice sociale, de droits humains, de droits des femmes, de droits de tout le monde, et puis de bifurcation écologique. Est-ce que vous pouvez rappeler à nos jeunes ce que l'Europe fait pour eux ? Il y a par exemple Erasmus, le Pass Interrail ou encore la mission volontariat dans un autre pays. Ça, on n'est pas toujours au courant. Il y a tout ça. Donc Erasmus dont beaucoup bénéficient et qu'il faut encore élargir pour qu'encore plus de jeunes puissent y participer, qu'ils soient d'ailleurs en études ou non. Il y a un vrai enjeu d'élargir ça. L'Europe, elle fait tellement de choses, mais par exemple, dans la lutte contre la concentration des médias, aujourd'hui par exemple, on a vu Berlusconi en Italie, on voit Viktor Orban de Hongrie qui est en train de racheter Euronews, on a Bolloré qui est dans son empire et derrière Rodolphe Sadé aussi. Bon, en fait,
l'Europe, avec la politique qu'elle mène, elle peut être utile, si on la pousse un peu, elle peut être utile pour lutter contre la concentration des médias, et c'est vraiment la bonne échelle. Et donc, ça permet aussi à d'autres radios, qu'elles soient publiques ou indépendantes, de pouvoir vivre. Et donc, voilà, l'Europe, elle fait vraiment beaucoup. Je l'ai dit, c'est la vie quotidienne. Et puis, sur la jeunesse, il y a eu des politiques qui ont été mises en place en particulier. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on se saisisse de l'Europe pour y porter un combat, et notamment le combat pour obtenir un revenu pour les jeunes, parce que la France, elle fait comme si avant 25 ans, on n'avait pas besoin d'argent. On voit les files de jeunes qui s'allongent devant les banques alimentaires, les difficultés dans les crousses, etc. Encore pire avec les Jeux Olympiques. Bon, en fait, l'Europe, elle peut être là et elle peut venir sonner les cloches de la France en disant « Attention, la jeunesse, faut y faire attention, quoi. » Et il serait de combien ce revenu ? Faut aller le négocier. Il faudrait qu'il soit au moins au niveau du RSA. En vrai, nous, ce qu'on demande en tant qu'écolo, c'est un vrai revenu. C'est-à-dire du montant du SMIC. En fait, on doit avoir ce qu'on appelle un revenu européen jeune formation, qui est porté en particulier par Abdoulaye Diarra, qui est candidat parisien sur ma liste, et qui dit, mais en fait, quand on a un travail intellectuel ou même manuel, mais un travail d'apprentissage, en fait, c'est un travail, on est occupé, et donc on doit pouvoir être rémunéré pour ça. Et puis, la réalité, c'est que ce revenu permettrait aussi à des jeunes qui n'ont pas aujourd'hui accès à la formation, justement, du fait d'un manque de moyens, de pouvoir y avoir accès aussi. Ce serait la moindre des choses. Est-ce qu'il y a d'autres mesures pour les jeunes dans votre programme ? Le droit de vote à 16 ans. En France, vous le souhaitez ? Ah oui. Les écologistes le portent depuis longtemps, depuis plus de 20 ans déjà, mais je pense que c'est absolument indispensable et il faut le pousser. Il y a des États qui l'ont déjà fait et donc faut pousser. On a aujourd'hui une politique où on considère que les jeunes seraient suffisamment matures, voire finis pour aller en prison. Bon, en fait, les jeunes, s'ils sont suffisamment finis pour aller en prison, ils sont suffisamment finis aussi pour voter, pour déterminer leur avenir. Et honnêtement, c'est le plus grand des combats. Les sondages vous placent autour de 6%. En 2019, Yannick Jadot avait fait presque 14%. Pourquoi votre campagne n'imprime pas ? Est-ce que vous êtes victime de la faible présence des sujets environnementaux et du vote utile à gauche qui semble en faveur de Raphaël Glucksmann ? Alors, je veux dire d'abord que rien n'est écrit. On a aussi dit qu'il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas encore décidé pour qui ils allaient voter, en particulier chez les jeunes. Et donc, il faut vraiment prendre conscience de l'importance de cette élection et se dire, mais vers quoi est-ce que vraiment on veut aller ? Après, la situation, elle est difficile pour celles et ceux qui défendent l'environnement aujourd'hui. On entend du matin au soir et du soir au matin des lobbies qui expliquent que s'il y a un décrochage économique, c'est à cause des législations de protection de l'environnement, que s'il y a la précarité qui explose, c'est à cause de la protection de l'environnement, que s'il y a un malaise agricole, c'est à cause de la protection de l'environnement. Tout ça est faux. Sauf que ce sont des mensonges qui sont rabâchés à longueur de temps pour faire quoi ? Pour ne pas avoir à changer de modèle. Et c'est vrai que nous, les écologistes, nous sommes ceux qui demandons le plus à changer de modèle. On veut tout changer. On veut sortir de l'indicateur du PIB et de la croissance pour aller vers un indicateur de santé, de bien-être, de mieux vivre. Et donc ça remet en cause des intérêts très établis qui n'ont pas du tout envie de nous voir nous pointer. Et donc, les pouvoirs en place et la majorité politique en Europe, faut l'expliquer, c'est la droite, les libéraux, les socialistes, je l'ai dit tout à l'heure, mais je pense que c'est important de bien expliquer comment ça fonctionne. Eux aussi, ils n'ont pas envie de changer de modèle. Ils n'ont pas envie de changer de modèle. Et ce qui explique qu'ils aient décidé de mettre en place une taxe carbone sur les transports et sur le logement. Donc ça veut dire des dépenses captives. En fait, on est obligé de se chauffer. Quand on y arrive, quand on arrive à payer ses factures, on est obligé de prendre sa bagnole pour aller au boulot. En fait, il va y avoir une taxe carbone. Et par contre, du côté de Total, d'Eni, de Repsol, des grandes entreprises pétro-gazières, il n'y a rien. C'est ça qu'il faut changer, en fait. C'est pas de la faute des gens s'il y a un dérèglement climatique, c'est de la faute des pollueurs. Et donc, nous, c'est à ça qu'on veut s'atteler. Est-ce que vous regrettez d'avoir refusé de vous allier aux autres partis de gauche pour cette élection européenne ? Écoutez, c'est une élection à un tour à la proportionnelle. Ça veut dire que c'est banal d'y aller séparé. Je reviens là-dessus dans un instant, mais ça veut aussi dire que, vraiment, on n'a pas besoin de faire le vote utile. Je pense que c'est important que tout le monde le comprenne. En fait, la liste pour laquelle vous votez, vous allez envoyer le plus de députés possible sur cette liste. Et donc, je vous garantis que les députés écologistes, ce sont les meilleurs. Oui, Manon Aubry, Raphaël Glucksmann parlent eux. aussi beaucoup d'écologie maintenant. Est-ce que vous parlez pas la même langue finalement ? Non, pas tout à fait. Non, pas tout à fait. Non, mais alors, par rapport à Manon Aubry, la France Insoumise, c'est un parti qui parle de la présidentielle plus que des européennes. Jean-Luc Mélenchon, d'ailleurs, l'a dit. J'ai pas arrêté de vous expliquer depuis le début de notre discussion que les élections européennes, elles étaient importantes en tant que telles. Nous, on demande plus d'Europe et on pense que c'est la bonne échelle face au dérèglement climatique, mais aussi pour
pour contrer cette économie mondialisée qui détruit les êtres humains et les écosystèmes. Et puis que moi, je me sens en solidarité avec les femmes polonaises, par exemple, quand elles se battent pour le droit à l'avortement, ou avec les femmes italiennes qui essayent d'avoir accès à l'avortement et de protéger leurs enfants. Donc, c'est dans cet espace-là qu'il faut mener la bataille, au fond. Et puis, avec Raphaël Glucksmann, vous savez, il est socialiste. Alors, ça parle d'écologie, ça emprunte les mots de l'écologie, mais en fait, au fond, la famille socialiste au niveau européen, elle vote le détricotage environnemental de la PAC, elle vote pour les politiques d'austérité, pour les méga camions aussi, et puis sur le terrain, ils soutiennent l'autoroute A69 qui est décriée par des milliers de scientifiques. Puis là, cette semaine, des pistes de ski en plastique dans des aires naturelles protégées dans les Pyrénées. Enfin, voilà, on n'est pas dans l'écologie. Donc, je sais que on a mené avec les jeunes ces dernières années des combats énormes. L'affaire du siècle pour une action climatique contre l'État français, la lutte contre l'extraction minière dans les fonds marins. Aujourd'hui, la lutte contre les polluants éternels qu'il faut absolument interdire en France et en Europe. Donc je veux leur dire, je sais que ce sont vos préoccupations, vous trompez pas de bulletin. Vous avez lancé votre campagne avec un cours de booty-thérapie, nouveau sport très à la mode, notamment chez les féministes. C'est apprendre à assumer sa féminité, à libérer ses émotions en déhanchant son corps, mais surtout ses fesses et son bassin. 3 femmes dansaient sur scène sur cette musique. Alors Marie Soussan, j'adore l'idée. Est-ce que là, on n'est pas un peu dans la politique spectacle ? J'ai l'impression qu'en 2024, on est obligé d'en arriver là pour attirer les médias, attirer la lumière sur sa campagne. Alors, c'est pas du tout ce que j'ai essayé de faire. C'est un meeting qui a duré longtemps, 3 heures, et dans lequel j'ai donné la parole à plusieurs personnalités qui portent des combats qui sont à mes yeux essentiels, notamment des combats pour le vivant. Et c'est vrai que c'était important pour moi de pouvoir donner la parole à ces femmes. Je rappelle que la booty-thérapie a été inventée par des femmes qui ont été victimes de graves violences sexuelles et qui l'utilisent pour réparer leur corps, et vous l'avez dit, pour s'émanciper, pour se libérer. Donc j'ai souhaité faire entendre leur voix. C'est vrai que ça a pris des proportions incroyables. Est-ce que la France est trop fermée sur ces sujets ? Dès qu'on voit des corps de femmes qui se déhanchent, on oublie peut-être le message politique derrière ? Ouais, il y a un problème de pollution des regards. Faut dépolluer les regards. C'est vrai que j'en discute aussi dans le mouvement climat. Il y a MC Danse pour le climat, il y a César le rappeur. Il y a du monde qui essaye de s'approprier d'autres manières de mobiliser. Je pense que le monde politique n'y est pas encore prêt et pourtant, il faudra qu'on y arrive. En 2019, 23% des 18-24 ans ont voté majoritairement pour Europe Écologie Les Verts, 17%. On le sait, l'écologie compte pour les jeunes. Pourtant, le glyphosate a été autorisé pour 10 ans de plus dans l'UE. Est-ce que ce n'est pas le genre d'action qui peut dégoûter les jeunes de la politique européenne ? Bah si, mais il ne faut pas baisser les bras. Mais si, bien sûr, il y a 5 ans, en 2018-2019, donc il y avait eu l'affaire du siècle, on était des millions à marcher dans les rues, dans le monde entier, à l'appel de Greta Thunberg. Et c'est vrai qu'on a cru qu'on allait obtenir des choses. Il y a eu la Convention citoyenne pour le climat, et puis pas grand-chose derrière. Mais il faut se souvenir qu'au niveau européen, c'est ça. Et le fait qu'il y ait eu un groupe écologiste puissant élu au Parlement européen, le pouvoir du vote, c'est ça qui nous a permis d'arracher le pacte vert. Le pacte vert, il n'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait du financement, une stratégie industrielle de création d'emplois. Il faut associer les travailleurs aussi à la bifurcation. Il faut qu'il y ait une politique de justice sociale, ce qui n'a pas été le cas pendant la mandature, mais quand même, il nous a permis de lancer des initiatives, de rehausser les objectifs pour le climat, d'avancer sur un certain nombre de dossiers, le droit à la réparation, l'interdiction des polluants éternels dans les jouets. Bref, on n'a pas fini la bataille, mais c'est justement pas à ce moment-là qu'il faut baisser les bras. Au contraire, il faut y aller et se dire que quand on se mobilise ensemble, quand on est nombreux, quand on se passe le mot, on peut y arriver. Et il y a plein d'exemples au niveau européen. En Pologne, c'est les jeunes et les femmes qui ont fait tomber le PiS, qui était le parti d'extrême droite qui a été au pouvoir pendant des années et qu'on a réussi à mettre dehors, qu'ils et elles ont réussi à mettre dehors à l'automne dernier. Et puis en Espagne, ils n'ont pas seulement réussi, les jeunes et les femmes, là encore, à faire regagner la gauche, mais aussi à faire reculer de 30 sièges à l'Assemblée l'extrême droite. Donc c'est vraiment possible. Il faut retrouver cette force, cette dynamique et puis aller mener la bataille. On en parlait tout à l'heure. En France, le droit à l'IVG est entré dans la Constitution. Est-ce que vous souhaitez que ce droit soit inscrit dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne quand on sait, on en parlait, que l'accès à l'IVG est menacé en Pologne, en Hongrie ou encore à Malte ? Oui, et 1000 fois oui. Non, mais je salue le travail. Elles ont été plusieurs, mais quand même de Mélanie Vogel, qui est sénatrice écologiste, présidente du Parti vert européen et qui s'est battue beaucoup pour faire entrer l'IVG dans la Constitution française, le droit à l'IVG. Il faut poursuivre cette bataille-là. Alors, je me suis fait prendre de vitesse parce qu'on avait lancé une pétition pour inscrire le droit à l'IVG dans la Charte des droits fondamentaux et puis plusieurs ONG ont lancé une initiative citoyenne européenne pour ce faire. Vous pouvez aller signer les deux. Bon, peut-être la plus importante, c'est l'initiative citoyenne européenne. S'il y a 1 million de citoyens et de citoyennes, évidemment,
qui vont la signer, ça peut devenir une proposition de la Commission européenne. Alors c'est plus compliqué de modifier la Charte des droits fondamentaux que la loi européenne, mais on doit pouvoir trouver des manières de faire avancer ce droit partout et c'est absolument indispensable. Est-ce que ça ne semble pas impossible avec des positions comme celle de la Pologne ? Mais là, alors maintenant la Pologne a changé et elle est en train de revenir sur l'interdiction du droit à l'avortement. Mais justement, c'est ça vraiment le message que je veux faire passer, c'est qu'il ne faut pas baisser les bras. Quand on se mobilise vraiment, à la fin, on y arrive. Des fois, ça prend trop longtemps. Et souvent, ça prend trop longtemps. Mais en fait, quand on se mobilise, on y arrive. Il faut être tenace, on a compris le message. La directive européenne sur les violences faites aux femmes ne propose finalement pas de définition commune de la notion de viol, notamment à cause de la France qui n'a pas validé le texte qui faisait de l'absence de consentement un élément central. Qu'est-ce que vous en pensez quand on sait qu'en France, une femme est victime d'un viol ou d'une tentative de viol toutes les 7 minutes ? C'est affligeant. C'est affligeant. Et le président Macron a beau jeu de revenir après en faisant une annonce d'une modification de la loi, alors que ces annonces non suivies des faits, on les connaît. Ça fait 7 ans maintenant qu'on entend sans cesse de belles promesses. La réalité, c'est qu'il s'est battu contre l'inscription du viol dans le droit européen avec des arguments d'argutie juridique absolument insupportables. Et ça ne va pas du tout, mais je vais aller plus loin. La France, c'est quelque part un pays arriéré en matière d'égalité femmes-hommes. C'est absolument dingue. Le budget qu'on consacre à la lutte contre les violences faites aux femmes est ridicule, notamment par rapport à l'Espagne, où il y a eu des avancées majeures. On a fait en 20 ans reculer le nombre de féminicides par 3 et le nombre de toutes les autres violences aussi. Il y a des pays comme l'Estonie, comme le Danemark, qui sont bien plus avancés que nous en matière de congé parental. Même l'annonce qui est faite là, évidemment, c'est mieux que ce que c'était avant, mais enfin, ça va clairement pas assez loin. Il y a des pays où le congé maternité est rémunéré à 100%. Il y a des pays où pour les hommes, c'est aussi plus long. Il y a des pays où il y a des vrais droits de garde pour les enfants. Enfin, la France, on est vraiment en retard. Il est vraiment temps de se réveiller. Il est temps de se bouger. Et là, c'est un combat à mener pour 2027 parce que la France bloque sans cesse effectivement les avancées pour l'égalité femmes-hommes au niveau européen. Presque chaque semaine, on parle de santé mentale des jeunes dans cette émission. On sait qu'ils ont été très touchés par la pandémie de Covid, mais il n'y a toujours pas de stratégie européenne globale en matière de santé mentale. C'est grave quand même, non ? Ah ouais, il faut que ça change. Est-ce que vous portez, vous, des idées en ce sens ? Oui, on demande un plan de santé mentale en règle générale. On en demande aussi un dans le monde du travail. C'est une grande demande des syndicats européens que de mettre en place un plan santé mentale au travail, un plan zéro mort au travail aussi. J'en parle parce qu'on a un nombre trop important de décès au travail. On ne peut pas tolérer qu'on perde sa vie au travail comme ça, quoi. Donc, on porte ça. Honnêtement, je pense que ça fait partie des combats qu'on peut gagner dès la prochaine mandature, de mettre en place ces plans-là. Encore une raison pour ne pas lâcher. Le pass culture marche très bien en France, en Italie, en Espagne, en Allemagne. Il y a 6 mois, Emmanuel Macron avait émis l'idée d'un pass culture européen. Pas de nouvelles depuis. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'on fait assez pour les jeunes en Europe pour qu'ils se cultivent ? Qu'ils aient accès à la culture, en tout cas. Non, on n'en fait pas assez. Bien sûr, on a besoin de ce pass culture européen. Et ça va avec Interrail. Nous, on demande aussi un ticket climat qui permettrait aux jeunes de bouger encore plus. On a besoin, je l'ai dit, de préserver les médias, de la mainmise des milliardaires qui mènent souvent un projet civilisationnel contraire aux droits de la jeunesse et de sa grande diversité. On a besoin de lutter contre la précarité des jeunes aussi. Ça aide pour le logement, pour l'accès au logement. Il y a des tas de choses à faire où il faut vraiment pousser. Moi, j'ai en plus une proposition. Alors, c'est de la culture, même si c'est peut-être un peu plus... mais voilà, je porte aussi la proposition d'un Erasmus de la mémoire. Parce que l'Europe est... une histoire de guerre, de conflit, de génocide. Il y a encore des frontières visibles, mais aussi invisibles dans la tête des Européennes et des Européens. Et évidemment, l'Europe a aussi une histoire coloniale qu'elle doit savoir regarder. Et donc, je porte cette idée d'un Erasmus de la mémoire qui commencerait par des échanges entre universités, qui se poursuivraient aussi dans les musées, pourquoi pas dans les lycées et les collèges. Mais je pense que c'est important que les Européennes et les Européens fassent vivre toutes les mémoires et sur l'ensemble du territoire. Et du coup, vous pensez à des échanges entre qui et qui ? Ça peut être tout le monde. Peu importe les pays, il n'y a pas précisément... Je pense que ce serait bien de le faire avec la Hongrie, parce qu'il y a beaucoup d'enseignantes, d'enseignants et d'étudiantes et d'étudiants qui se lamentent de la politique hyper restrictive menée par Viktor Orban. Je pense que ça ferait du bien d'accroître ça, mais avec tout le monde. Quand on regarde, par exemple, l'accès de l'extrême droite à l'Italie, En Italie, il y avait un travail d'histoire qui était fait, mais très peu de travail de mémoire. Et en fait, ce travail de mémoire, il nous permet
quand même aussi de pas céder à de vieilles antiennes et de voir ce qu'est la haine, même quand elle s'habille d'un nouveau visage. Concernant le numérique, le Digital Services Act est entré en vigueur. Amazon, Facebook, Google, Instagram, Snapchat, TikTok et X doivent donc se conformer à cette législation européenne et mieux réguler leur contenu. Mais quand on voit les problèmes de cyberharcèlement qui continuent, la difficulté à réguler les contenus porno pour les jeunes, mais aussi l'augmentation de la pédocriminalité en ligne, est-ce que l'Europe se bouge assez, selon vous, pour qu'Internet soit sûr pour les jeunes ? Et du harcèlement en ligne. Ouais. Non, mais les écolos avaient poussé pour l'adoption d'un règlement sur les données, le RGPD, il y a quelques années. Et on était extrêmement proactifs dans l'adoption des législations sur Internet. Il y en a eu plusieurs pendant cette mandature. Elles sont très bienvenues. Il y a des choses qu'il faut encore améliorer, évidemment. Par exemple, on s'est battu, on n'a pas tout gagné sur le fait que les algorithmes ne permettent pas la discrimination, parce qu'il y a de la discrimination par les algorithmes, pour mieux préserver les données. Il y a beaucoup de travail à faire sur tous les échanges qui ne sont pas visibles, mais tous les échanges sur les messageries, etc., où on a de la pédocriminalité et autres. Et puis, il faut vraiment se battre contre le harcèlement. J'en profite pour faire un clin d'œil à Stop Ficha, qui fait un travail extraordinaire sur le harcèlement des jeunes filles en ligne. Avec ce qu'il se passe en Ukraine et le retour du conflit israélo-palestinien, est-ce qu'il faut mettre un service militaire obligatoire européen en place ? Non. On a besoin d'une armée européenne. Mais très honnêtement, il ne faut pas revenir à ces dispositifs obligatoires. Nos aînés se sont beaucoup battus pour sortir de ce service militaire obligatoire. C'est pas pour revenir sur cette liberté aujourd'hui. On doit favoriser l'engagement des jeunes, mais les jeunes s'engagent déjà énormément dans des associations, dans des activités diverses. Souvent, elles travaillent aussi, même si c'est le soir. Enfin, voilà. Donc, ce qu'il faut faire, c'est favoriser, faciliter cet engagement-là. Il y a plein de choses à faire avant d'arriver au service militaire obligatoire. Et très honnêtement, je pense qu'on défend d'autant mieux son pays ou son projet politique qu'est l'Union européenne si on le fait de manière volontaire. C'est un sujet qui concerne beaucoup les jeunes en ce moment, la guerre à Gaza, qui prend énormément de place dans cette campagne européenne. Quelle est la position d'Europe Écologie Les Verts là-dessus ? Écoutez, on a d'abord dénoncé ces attaques terroristes du Hamas, qui ont porté atteinte à des vies et des vies d'Israéliens, en plus qui se battaient pour la paix. Donc c'était absolument terrible. Et puis par contre, la réponse totalement disproportionnée et d'une violence innommable de Benjamin Netanyahou, de son gouvernement d'extrême droite, dont certains ministres d'ailleurs ont tenu des propos qui dénotent d'une velléité génocidaire très évidente, il faut y mettre fin. On s'est beaucoup battu pour un cessez-le-feu immédiat, ça fait un peu de temps, permanent et durable. On s'est battu pour la Cour de justice internationale, pour que ces préconisations soient respectées. On s'est battu pour que les enquêteurs de la Cour pénale internationale, une autre cour, puissent entrer dans Gaza. On continuera à se battre pour une solution à 2 États. En fait, on a réussi en Europe, il y a longtemps maintenant, on oublie, mais à construire une paix qui semblait absolument improbable. Et donc aujourd'hui, il faut que l'Europe, avec cette histoire et cette force-là, il faut qu'elle soit présente entre Israël et la Palestine pour créer ces conditions d'une paix juste et durable. Et c'est pas ce que fait l'Europe. L'Europe est absente, la France aussi, mais on ne dit rien, on a un accord d'association qu'on ne remet pas en question, on a des accords commerciaux qu'on ne remet pas en question. On n'arrive pas bien à comprendre si on continue à livrer des armes à Benjamin Netanyahou ou pas. Et puis, il y a du gaz dans les eaux disputées entre Israël et la Palestine, et l'Union européenne va aller financer des gazoducs. Enfin, c'est absolument incroyable, cette espèce d'absence de réaction. Et moi, je salue l'engagement des étudiantes et des étudiants de notre pays qui dénoncent cette inaction-là et qui se mobilisent pour la justice et pour la paix. Est-ce que vous trouvez que c'est un sujet qui prend trop de place dans cette campagne et que du coup, on ne parle pas assez des sujets européens ? Quand on a des millions de personnes qui sont menacées, des dizaines de milliers de morts, non, on ne peut pas considérer que ça prend trop de place. Non. La campagne est entrée dans le dur, aucun candidat ne s'épargne. Est-ce que c'est pas un peu du théâtre tout ça ? Les journalistes politiques racontent que vous vous entendez pas si mal avec François-Xavier Bellamy, avec Manon Aubry, avec Valérie Ayé, que vous prenez le train ensemble, que parfois vous vous soutenez à Bruxelles. Info ou intox ? Qu'en est-il ? Le sujet, c'est pas tellement comment on s'entend quand on se croise dans le train. Je veux préciser quand même que des fois, on est obligé de prendre le même train parce que on a des rendez-vous à la même heure à Bruxelles, mais surtout à Strasbourg, et donc
on est dans le train, moi je suis pas toujours heureuse des gens que je rencontre ou à côté desquels je suis assis dans le train. Mais la question, c'est quel combat on mène. C'est vraiment ça. Qu'on soit courtois, c'est une chose. Après, moi, je sais qui sont mes adversaires, je sais qui sont mes ennemis. Je sais, en l'occurrence, que je combats l'extrême droite. Je sais que M. Bellamy est de plus en plus proche de l'extrême droite dans tous les combats qu'il mène, dans les propos qu'il tient, dans la façon dont il amène les sujets en politique. Et je sais que ce n'est pas avec eux que je veux construire l'avenir, que c'est au contraire contre leur projet que je me bats. Et puis, avec les autres... Voilà, moi je veux la bifurcation écologique dans la justice sociale. On a vu la politique anti-pauvre menée par Gabriel Attal, la politique anti-écolo menée par Emmanuel Macron. Quel que soit ce que raconte Madame Meillet, voilà, on n'y est pas. Et puis les autres, faut les pousser pour aller dans notre direction. Puis quand on porte des combats suffisamment forts, on arrive à les embarquer. Et je pense que c'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est qu'au Parlement européen, il n'y a pas cette espèce de dichotomie qu'on voit en France. Quand la droite dit quelque chose, la gauche dit l'inverse et vice-versa. Même quand parfois on prend les idées des autres, bon, c'est un peu caricatural. Ça a ses bons côtés aussi. Au Parlement européen, on n'efface pas du tout la question de la conflictualité politique, mais par contre on arrive, notamment en allant chercher des gens d'autres partis par pays, parce que les familles politiques peuvent être assez différentes selon les pays, il n'y a que les Verts où on est assez unis, mais voilà, on arrive en allant chercher les uns les autres à faire avancer des combats. Moi, pendant la mandature, et je pensais que ça me prendrait beaucoup plus longtemps, mais j'ai réussi à inscrire l'écocide, les plus graves crimes contre l'environnement, dans le droit européen. Pour donner un petit exemple, juste que ça parle bien, le chlordécone, le fait qu'on ait épandu du chlordécone en Guadeloupe et en Martinique, alors que tout le monde savait que c'était éminemment toxique et que ça cause des cancers encore aujourd'hui dans la population, c'est un écocide. C'est un écocide. Il n'aurait jamais dû arriver. Et donc maintenant, c'est dans le droit européen, donc ça ne devrait plus pouvoir arriver sous peine de sanctions financières, mais aussi des peines de prison. Voilà. Et il faut encore bosser pour pouvoir condamner ce qui s'est passé avant. Le combat ne s'arrête pas là et je le continuerai. Mais voilà, on peut aller chercher des alliés. Et je pense que c'est ça qui est important plutôt que la courtoisie. Pour terminer, un eurodéputé belge a dit « Nous sommes dans un moment où la fin du mois l'emporte sur la fin du monde ». Est-ce que c'est pour ça que la parole écolo semble moins audible en ce moment qu'il y a quelques années ou même quelques mois ? Non, je veux vous répondre deux choses. D'abord, je vous l'ai dit tout à l'heure, ceux qui s'opposent à la politique écologiste prétendent défendre ceux qui sont en situation de précarité. Maintenant, je vais vous dire, il y a un écart de vie, d'espérance de vie, de plus de 13 ans entre les plus riches et les plus pauvres en France, et c'est un chiffre à peu près similaire au niveau européen. Moi, je viens d'ATD Quart-Monde. Je suis fille de parents qui ont consacré leur vie à leur lutte contre la précarité, et j'ai grandi dans les quartiers de la République. Je sais très bien que les poubelles, là où elles sont pas ramassées, c'est dans les quartiers. Ceux qui habitent le long du périph', qui respirent des particules fines, eh bien, c'est les quartiers, c'est les gens dont on ne veut plus. Je travaille avec des ouvriers qui ont été contaminés à l'amiante, Amine Kessassi, des quartiers nord de Marseille, qui est positionné sur ma liste et qui a 20 ans et qui se bat lui aussi pour une écologie populaire. Je travaille avec les gens du voyage. Si vous ne connaissez pas le collectif des femmes d'Hélène Ronchin d'Assovas, il faut que vous alliez voir. Des femmes incroyables qui se battent. Pourquoi ? Parce que sur leur aire d'accueil, il y a une concasserie, il y a une cimenterie, on est dans la poussière en permanence, il y a de l'asthme partout, des maladies partout. En fait, il y a une conjonction, une superposition des injustices sociales et des injustices environnementales. Moi, j'arrive à l'écologie par la justice sociale. Et donc, fin du monde et fin du mois, il faut comprendre qu'en fait, ça va ensemble. Et que c'est ça qu'il faut mettre en place. Je vous l'ai dit, il faut aller demander à Total, à Nestlé, à Bayer, Monsanto d'arrêter de détruire la planète. Et par contre, il faut aider tout le monde, toute la population, à avoir accès à une alimentation saine, à des couches qui ne sont pas toxiques pour les enfants, les biberons pareil, à pouvoir accès au transport dont on a besoin pour pouvoir se déplacer sans que ça porte atteinte à notre santé. C'est vraiment ça l'enjeu de notre siècle. Merci beaucoup Marie Toussaint d'être passée dans 15. Je rappelle que vous êtes tête de liste Europe Écologie Les Verts pour les européennes. À bientôt.